Donc, on peut aborder le troisième point, l'immobilier. Je pense que c'est le point où est-ce que vous êtes le plus reconnu dans votre utilité, là, dans le fond, dans un notaire, à quoi ça sert. Là. Je pense que c'est là où est-ce que vous êtes le plus utilisé. Ça représente combien de pourcentage, par exemple, de votre pratique, ça? Très bonne question, j'allais le dire justement. Donc, en fait, oui, c'est vraiment ça. En fait, je vous dirais probablement que les bureaux de notaire, parce que, tu sais, moi, je suis en pratique traditionnelle, donc j'imagine que tous les bureaux, c'est à peu près la même chose, mais je vous dirais que c'est peut-être 75% de notre pratique là, qui est en immobilier. Mais immobilier, je vois ça quand même large, là. Je vois ça comme les achats de propriété, les refinancements, même les donations immobilières, à la limite même les déclarations de transmission. Donc, tu sais, quelqu'un qui vient de décéder puis qui a un immeuble, bien, ça reste du droit immobilier. Moi, il faut que je fasse une déclaration de transmission. Il faut que je l'enregistre au registre foncier pour transmettre cet immeuble-là au nom de la succession ou de l'héritier. Là. Donc, tu sais, tout ça, l'immobilier en général, c'est un bon 75% de la pratique. Puis justement, c'est quoi les étapes, là, disons, là, comme là, Alexandre, là, il est en train de. Il faut qu'il passe chez le notaire parce qu'il a acheté une nouvelle maison. Fait que c'est quoi les étapes qu'il doit procéder auprès de vous? Là? Il doit Mais en effectuer. fait, c'est ça. Moi, je trouve toujours que le notaire arrive trop loin dans le processus. C'est pour ça, en fait, que j'ai écrit le livre en partie, parce que je voulais justement que les gens aient les conseils en immobilier en amont, donc avant de passer chez le notaire. Parce qu'il n'y a rien qui me désole le plus en tant que notaire que d'avoir des acheteurs dans mon bureau. Là, ils vont acheter littéralement dans quelques jours, parce que je les vois pour la première fois pour l'hypothèque, mais dans quelques jours, ça va être le grand jour pour eux. Là. Et là, moi, je leur annonce que, bon, OK, vous êtes en zone inondable, vous avez tout accepté ça, voici les risques, voici les conséquences. Ah, vous êtes en zone agricole, ah, il y a un règlement de zonage. Ah. Puis je leur explique tout ça, et là, ils me regardent, mais tu sais, le camion de déménagement est samedi prochain, là, tu sais, ils peuvent rien faire, ils sont un petit peu comme, ah, ben là, avoir su ça avant, ben j'aurais peut-être acheté, mais peut-être pas à ce prix-là. Puis là, ben là, OK, on m'avait pas dit ça, on m'avait pas expliqué ça. Oui, c'est ça, mais le notaire devrait être plutôt en amont, donc au début du processus et non pas dans les derniers professionnels qu'on voit. C'est mon opinion, mais je le ressens vraiment là, dans ma pratique. Nous Donc, autres aussi, on critique souvent ça. Les gens vont aller voir un avocat quand c'est le temps de passer à la cour, mais des fois, rendu au jour J, c'est trop tard parce que tu n'as pas mis les bons indices en cours de route dans ton dossier ou tu as accepté une zone inondable. Donc, tu as accepté une décision, puis tu ne l'as pas contestée parce que tu ne comprenais pas l'effet que ça peut avoir rendu à la cour. C'est donc pour ça que moi et Alexandre, on fait ça nous autres aussi pour que les gens soient informés en amont. Donc, oui, pas oui, c'est en tellement aval. important parce que ça évite tellement des coûts puis des conflits inutiles qui seraient carrément inévitables. Ils seraient évitables, en fait. Là. Donc, bref, voilà. Fait que pour commencer, vous allez peut-être à la banque pour avoir un prêt hypothécaire. Donc, voir qu'est-ce que vous pouvez magasiner comme maison. Et là, peut-être qu'il va se passer le petit désir d'avoir un courtier immobilier. Donc là, le courtier immobilier, est-ce qu'on en prend un? Est-ce qu'on n'en prend pas? Écoutez, moi, je suis courtier immobilier en passant. J'ai mon permis aussi. Là. Donc, tu sais, je peux pas aller contre ça non plus. Mais c'est sûr qu'un courtier immobilier, ça a quand même sa grande utilité. Là. Bref, on prend un courtier immobilier et on magasine des maisons. Ensuite, là, vous allez pouvoir signer des offres d'achat. Donc, si vous avez un courtier immobilier, il va vous aider. Sinon, malheureusement, il va falloir un peu soit se faire conseiller par un notaire ou vous laisser guider là, par les formulaires et tout ça, puis vous faites le mieux que vous pouvez. Mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas de courtier immobilier, ça serait encore plus important d'aller voir un notaire pour se faire conseiller. Mais de toute façon, il va falloir aller chez le notaire. Oui, vous n'avez pas le choix à la fin. Là. Vous n'avez pas le choix. Parce qu'en fait, une hypothèque immobilière doit être obligatoirement notariée pour être valide au Québec. Donc, c'est pourquoi on a pas mal la monopole là, en tant que notaire de toutes les transactions immobilières. Là. Donc, effectivement, là, vous allez avoir votre prêt hypothécaire, vous allez avoir choisi votre maison, tout ça va être réglé et là, le financement va se ramasser chez le notaire, les offres d'achat vont se ramasser chez le notaire et avec ça, on va pouvoir commencer, nous, notre travail de vérification. Donc, c'est ça, vous avez un travail de vérification. J'ai lu dans votre livre quand vous dites les gens ils pensent qu'on fait juste du copier-coller, puis qu'ils se présentent, puis ça leur coûte de l'argent pour signer un papier qui est facile à faire. Là. Mais je pense qu'il y a un gros travail d'enquête à faire. C'est quoi votre travail d'enquête? Énorme, énorme. En fait, tout commence par l'examen des titres. Donc, on doit reculer un 10, 12, 15, 30 ans, selon les dossiers. On recule dans le temps, littéralement, sur tout ce qui s'est passé sur le terrain.
Donc, même s'il y a une maison neuve, là, pour nous, ça n'a aucune importance. La maison, c'est comme un accessoire pour un examen de titre. Là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Et lui, il était là depuis 1800. Là. Fait que, on entend là, qu'on peut reculer. Et là, on recule dans tous les actes de vente, les actes d'hypothèque, les donations, tout ce qui s'est passé sur ce terrain-là pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Parce qu'en servitudes, tu sais, qui peuvent disparaître là, en cours de route. Des servitudes, c'est quoi une servitude, justement? Bien, une servitude, c'est un droit. Donc, ça peut être un droit de passage, un droit de vue, un droit de non... En fait, une servitude de non-construction. On n'a pas le droit de construire sur un bout de terrain. Mais tu sais, des servitudes, c'est quand même très dangereux. Là. Tu sais, je pense que si vous achetez une maison, vous devriez savoir s'il y a une servitude que votre voisin a le droit de passer dans votre cuisine. Oui, mais c'est sûr, où votre cabanon, il est à moitié sur le terrain de l'autre, mais ça fait 30 ans qu'il est là, donc vous pensez qu'il vous appartient, mais là, vous avez une servitude qui peut être identifiée avec un voisin. Là. Exactement. Donc, nous, on va vraiment reculer dans le temps pour s'assurer que tout est beau, parce qu'en examen de titre, il y a comme... le notariat, c'est fait comme ça, c'est le dernier notaire qui est responsable de tout le titre. Donc, si, par exemple, je fais mon examen de titre et 3 ventes avant moi, là, donc pas le vendeur, l'autre d'avant, le notaire a fait une erreur dans son acte. Donc, par exemple, il y a plein d'erreurs possibles, là, mais mettons, il fallait faire, à cause du régime matrimonial, il fallait faire absolument intervenir la conjointe. Il ne l'a pas fait. Donc, la conjointe est partie avec la moitié du terrain automatiquement par son régime matrimonial, parce que ça se peut. Bien, là, malheureusement, moi, mon vendeur, il est en train de vendre la moitié de la maison. Là. Ça ne fonctionne pas. Là. Fait que là, malheureusement, c'est le notaire juste avant moi que je vais appeler. Je vais dire allô, là, il y a peut-être un problème, là, il faudrait peut-être régler ça. Ça se corrige comme ça? Des fois, il faut corriger des années antérieures. Là. Tout se corrige, mais tout prend des fois du temps, des coûts, des complications. Là. Donc, oui, tout se corrige dans la vie, c'est sûr et certain. Ça dépend de l'erreur, ça dépend de beaucoup de choses, mais sinon, oui, il faut faire toutes ces vérifications-là. Aussi, un très, très, très gros élément de notre travail en immobilier, c'est le fameux certificat de localisation qui est fait par un arpenteur géomètre et que les gens, souvent, trouvent que c'est une dépense inutile parce que c'est quand même très coûteux, là, c'est sûr et certain. Puis vendre une maison, en général, c'est coûteux. Et là, ça rajoute une dépense, mais c'est un document ô combien important. Donc, en fait, la vérification de ce certificat de localisation-là, s'assurer que tout est conforme avec les règlements de zonage, les structures sur le terrain, c'est le notaire qui va faire la vérification et les conseils pour régler les problématiques à l'intérieur. Un certificat de localisation, c'est bon combien d'années, là? C'est ça, parce que... Bien, ça aussi, c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. T'sais, en fait, c'est au notaire de juger. Souvent, les banques aussi ont des exigences diverses. Là. Donc, il y en a qui disent 5 ans, il y en a qui disent 10 ans. Selon la situation aussi géographique, ça peut changer. Mais c'est sûr qu'il y a une chose qui est non négociable, c'est qu'il faut qu'il soit à jour, qu'il démontre l'état actuel des lieux. Donc, automatiquement, si le numéro de lot du cadastre a changé, si vous avez rajouté une piscine, rajouté une remise, agrandi un balcon, automatiquement, c'est plus bon, c'est sûr et certain. Et attendez pas la dernière minute pour le commander parce qu'actuellement, depuis la pandémie, là, les arpenteurs géomètres, c'est du 3-6 mois d'attente, le minimum. Pour vrai? Donc, attendez pas à la dernière minute pour le commander parce que si moi, je dois faire une transaction et il n'y a pas de certificat en jeu, premièrement, c'est un gros risque pour l'acheteur. Donc, l'acheteur pourrait dire non, moi, j'attends le certificat, là, moi, je ne prends pas de risque, là, je veux être sûr, je veux que tout est conforme, puis sans certificat, il n'y a personne qui peut me l'assurer. Ou sinon, si on est vraiment mal pris, malheureusement, c'est arrivé souvent durant la pandémie, là, vu les transactions qui se sont faites très, très rapidement, puis on n'avait pas de certificat, mais on peut souvent s'en sortir avec une assurance titre. Et une assurance titre, bien, ça coûte des frais de plus pour le vendeur. Donc là, il va se retrouver à payer un nouveau certificat de localisation plus une assurance titre pour pouvoir passer la transaction en l'attendant. Il y a une question justement, qui doit payer le certificat de localisation, vendeur ou acheteur? À moins d'une entente dans l'offre d'achat, donc qui a été négociée au départ, c'est le vendeur qui paye pour ça. Puis le notaire, la transaction qui doit être faite entre l'acheteur et le vendeur, c'est qui paye normalement le notaire pour la transaction? En fait, les deux. On est payé les deux bords. Donc, les deux bords. Donc, l'acheteur va payer pour le gros de la transaction. Donc, il paye pour son examen de titre, l'acte d'hypothèque, l'acte de vente. Ça se fait en 2 rendez-vous. Là. Donc, il paye pour toutes ces choses-là, les copies, les vérifications de tout ça. Et le vendeur va payer pour sa quittance. Oui, effectivement. Oui, vous avez raison là-dessus.
Est-ce que, une autre question, est-ce que l'arpentage dénonce les servitudes sur le lot? Oui, normalement, l'arpenteur va faire des vérifications à cet effet-là, mais ça demeure normalement le notaire qui va faire l'examen de titre au complet, qui va toutes les sortir. Super question. Construction neuve. Moi, j'ai entendu dire que c'est un peu différent, ça. Est-ce que ça l'est vraiment? Oui, mais en fait, les gens, des fois, ils m'appellent et ils me disent: Oh mon Dieu, notaire, vous allez être contente parce que moi, j'achète une maison neuve. Donc, écoutez, il n'y a rien à vérifier. Ça va coûter moins cher. Ben, c'est ça, exactement. Je leur dis: Pas sûr, pas sûr. Ouais. En fait, une maison neuve, il y a quand même des risques qui sont rattachés à ça. Il faut faire encore toutes les mêmes vérifications. Là. Ça ne change absolument rien pour nous, malheureusement. Et en fait, ça rajoute même les vérifications pour les hypothèques légales de la construction. Donc là, c'est là que vous allez, je pense, en préambule, aujourd'hui mentionner comme quoi des clients pourraient se retrouver à payer leur maison 2 fois. Donc, c'est un peu dans ces situations-là que ça peut arriver. Si vous ne... En fait, mettons là, que vous achetez une maison neuve, vous engagez un entrepreneur en construction. Lui, évidemment, il ne construira pas la maison tout seul. Il va engager des sous-contractants. Eh bien, si ces sous-contractants-là, ils ne sont pas payés, ils pourraient mettre une hypothèque sur la maison. Et ultimement, ça pourrait donc être vous à payer en double votre maison. Donc, vous avez peut-être déjà payé l'entrepreneur général et là, vous vous retrouvez par la suite avec plein d'hypothèques à devoir payer aussi. Puis le notaire, il nous aide comment là-dedans, justement? En fait, c'est très difficile pour le notaire. C'est ça la vérité. C'est que nous, on peut jurer, attester que lors de la transaction, il n'y en aura pas d'hypothèque légale à la construction parce que nous, avant de sortir le moindre chèque, on s'assure que vous êtes bel et bien le propriétaire de la maison et qu'il n'y a pas d'hypothèque adverse. Il n'y a pas de rien qui traîne là, sur la propriété. Par contre, les hypothèques légales de la construction, ça peut être publié jusqu'à 30 jours après la fin des travaux. Okay. C'est la même date de fin de travaux pour tous les travailleurs sur le chantier. Donc ça veut dire que si, mettons, le gars de la fondation n'a pas été payé, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est parce qu'en plus, on vous bombarde de plein de questions, tellement. Vous êtes comme ça, salette. Mais là, Maître Lavoie, mais là, en plus, le chat, il se remplit encore de plein de questions. Prenez votre gorgée d'eau parce qu'on n'est pas à veille de vous laisser partir. Là. Donc, en fait, oui, c'est ça. Donc, les hypothèques légales, la construction, ça fait en sorte justement qu'on pourrait se retrouver à payer notre maison 2 fois finalement. Parce que là, si notre entrepreneur en construction, qui est souvent une compagnie incorporée, n'a pas payé les sous-entrepreneurs, l'entrepreneur général va faire faillite, par exemple, par sa compagnie, mais là, les hypothèques, eux, ils restent, puis vous demeurez responsable. Donc là, vous avez payé en double. Donc, c'est des histoires d'horreur. Et comme je disais tantôt, c'est 30 jours après la fin des travaux. Donc, même si le monsieur qui a fait la fondation n'est pas payé, bien là, comme je vous dis, si la fin des travaux est après ma transaction, comment voulez-vous que je le sache? Là? C'est sûr, ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. ça doit être assez exceptionnel que ça arrive, ce genre de circonstances-là, quand même, là, que tout est fini, parce que le fameux 30 jours. Fait que pour vous, là, quand vous vous retrouvez avec une maison neuve versus une maison usagée, là, est-ce que vous devez, vous, comme notaire, est-ce que vous dites, OK, je vais être encore plus prudente à cause des possibilités d'hypothèque par d'autres contracteurs, sous-contractants? Là? Ben oui, on est plus prudent, c'est sûr, c'est sûr. Puis aussi, on doit faire attention. Là, des fois, on prévoit des retenues, par exemple. On peut dire, OK, parfait, on ne donnera pas tout de suite l'argent au vendeur. On va retenir un 15 par exemple. Parce que le vendeur, c'est souvent le contracteur. Oui, une maison neuve, c'est souvent le contracteur qui vend. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut faire une retenue. Ça doit être quelque chose qui est assez commun pour un contracteur. Là, Fait que vous payez les retenues quand vous faites ça. C'est quoi, un 60 jours, un 90 jours pour être certaine? Oui, exactement. Mais on va retenir jusqu'à temps que les travaux soient finis, puis on va même attendre un 30-60 jours par la suite pour libérer les retenues. Ou sinon, on va demander une quittance à tout le monde qui a travaillé sur le chantier. Mais ça, c'est bien beau en théorie, là, mais en pratique, tu sais pas, des fois, c'est des petits sous-contractants, une ou deux personnes. Là, vous avez mentionné le mot quittance. Puis on a encore une question justement dans le chat. Il dit, j'ai pas compris pourquoi le vendeur paye le notaire pour sa quittance. Pouvez-vous élaborer? Bien, en fait, quand vous vendez votre maison, fort probablement que vous n'avez pas fini de la payer, votre maison. Donc, il reste l'hypothèque de quand vous avez acheté, elle est encore là. Donc, il faut la rembourser. Il faut faire les démarches avec la banque pour faire signer une quittance, pour enlever cette hypothèque-là. Donc, manifestement, c'est vous qui devez payer pour ça.
Ben, c'est ça, dans le fond, c'est pour vous libérer, vous, d'un document qui vous suit, vous, financièrement. Là. Fait que c'est important, justement, de s'en débarrasser puis de s'assurer d'avoir une annulation complète. C'est ça que ça veut dire, une quittance auprès de l'institution bancaire qui vous avait passé pour votre maison comme telle. Là. C'est vos hypothèques, c'est ça. Comme je vous dis, des fois, les gens, les vendeurs, ils ont 4-5 hypothèques à radier sur leur immeuble. Des fois, ça va revenir plus cher que l'acheteur auprès de notaire. Il y a Gérald qui a une question là, qui revient au premier sujet. Il demande, est-ce possible d'avoir une annexe chez soi reliée au testament et qu'on peut modifier à notre guise parce qu'il y aurait en majorité des amis et la liste pourrait changer dans le temps? Très bonne question. En fait, quand vous faites un testament notarié, ça revient beaucoup moins cher revenir à chaque fois que vous voulez le modifier. Parce que si vous faites des modifications à la main, c'est comme si vous l'aviez fait entièrement à la main. Il va falloir homologuer cette annexe-là. Donc, vous n'êtes pas sorti du bois. J'ai une question sur TikTok. Est-ce qu'une procuration générale peut être faite par un avocat ou seulement un notaire? Ça peut être fait par un avocat, oui, mais la procuration générale ne sera pas notariée que si on le fait faire par un notaire. Donc, étant donné que c'est fait par un avocat, c'est plus facile de contester parce que ce n'est pas notarié. C'est une bonne réponse, ça? Oui, c'est une bonne réponse. En fait, quand vous faites un acte notarié, c'est un acte authentique. C'est très, très, très difficilement contestable. Donc, c'est l'avantage de faire un acte notarié. Et puis finalement, on compléterait là-dessus. Je sais que vous offrez d'autres sortes de services. On a passé les 3 plus grands, là, mais il y a d'autres choses que le notaire fait qu'on ne connaît pas. C'est quoi, en rafale, les plus importants? Bien, en fait, quand j'ai rentré en notariat, je faisais un petit peu un mini-deuil parce que, comme je vous ai dit tantôt, moi, j'étais une grande plaideuse, j'adorais mes cours de tribunal-école, puis tout ça, puis je m'en allais vraiment procurer à la couronne. Et j'ai été très, très contente de réaliser qu'il y a beaucoup de notaires, dont moi aujourd'hui, qui vont plus souvent au palais de justice que beaucoup d'avocats. Donc, on plaide. On plaide pour les homologations de mandat, on plaide pour vérifier des testaments qui ne seraient pas notariés, on plaide pour des adoptions, des conseils de tutelle. Donc, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses au tribunal. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est ma petite fibre de plaideuse là, qui est honorée comme ça. C'est drôle, hein? Je ne savais pas qu'un notaire pouvait effectivement aller demander une homologation devant les tribunaux. Je pensais effectivement qu'à ce moment-là, c'était les avocats qui le faisaient. Je ne savais pas que vous faisiez ça comme tel. Là. Non, on en fait régulièrement. Là, ici, on en fait beaucoup. On fait beaucoup d'adoptions aussi, donc des adoptions intrafamiliales, des adoptions par les beaux-pères, par les membres de la famille. Oui, ça, je ne savais pas non plus. Est-ce que vous faites des adoptions internationales, par exemple? Vous participez, là, moi, j'avais une copine à moi qui est allée en Russie chercher des filles. Et puis, effectivement, là, je me rappelle qu'elle avait fait des procédures, mais dans le fond, ça peut être aussi notaire. C'est un notaire qui va les aider à faire ça. En fait, toutes les procédures, on appelle ça des procédures non contentieuses. Donc, aussitôt que ce n'est pas litigieux, le notaire peut vous présenter en cours. Donc, il n'y a pas de problème. Là, moi, j'ai une toge, là, comme les avocats, là, et je vais au palais. Moi, je n'en ai même pas de toge. Parce que, voyez-vous, moi, je plaide, mais devant les tribunaux administratifs. Voilà. Peut-être une dernière question d'Emmanuel qui demande, en concernant une maison classée historique, est-ce qu'il y a des étapes supplémentaires? Très bonne question. Oui, bien, effectivement, il y a des registres de biens culturels classés, donc il faut faire des vérifications par rapport à ça. Si vraiment vous êtes dans un secteur patrimonial ou des choses comme ça, souvent, des fois, il faut même demander des autorisations spéciales pour vendre l'immeuble, pour l'aliéner d'une certaine façon. Donc oui, ça change beaucoup de choses. Donc effectivement, le notaire est là pour faire toutes ces vérifications-là, mais surtout pour vous donner des conseils. Là, le zonage agricole, là, moi, j'entends des choses, là, ça ne change rien, c'est juste que je peux dire que je suis en zone verte. Ben oui, mais là, ça ne change pas rien. Là, le zonage agricole, c'est pas là pour rien, là, pas juste pour faire cute. Là, ça a des impacts quand même très importants. Et là, les gens, des fois, sont oui, OK, avoir su, peut-être que je n'aurais pas acheté en zone agricole. Tu ne peux pas faire un triplex sur une zone agricole. Là. Pas automatiquement, en tout cas. Parce qu'il faut demander un transfert, un changement de. Ben oui, c'est ça. Ça peut devenir compliqué. Puis là, il y a la CPTAQ, la Commission de protection. Puis, des fois, c'est compliqué, mais c'est pour être sûr que ça soit correct pour éviter qu'on ait des problèmes un petit peu plus tard. Fait qu'il vaut mieux investir tout de suite pour éviter à long terme des soucis. Effectivement. Juste, en fait, durant la pandémie, qu'est-ce qu'on a vu le plus? C'est des ventes sans garantie légale, des ventes sans inspection. Les gens, ils arrivaient dans mon bureau puis ils avaient accepté ça parce qu'il n'y avait pas le choix. Ils étaient en offre multiple. Des fois,
n'y avait pas le choix, en fait. Il fallait qu'ils gagnent un peu la surenchère. Là. Et là, ils ont accepté des conditions pas toujours super avantageuses. Là. Et là, je leur dis, OK, sans garantie légale, voici c'est quoi, puis voici ce que ça implique. Mais OK. Malheureusement, ça a fait une tonne de situations comme ça. Mais quand tu es rendu là, puis tu la veux, la maison et tout, tu signes, puis tu espères que tout va bien. Exactement. Maître Lavoie, j'ai le goût de vous remercier énormément de votre générosité ce soir, d'avoir répondu à nos multiples questions. Votre livre, on se le procure où? Il est partout, là, il est dans toutes les librairies. Donc, écoutez, la librairie la plus proche de chez vous, je suis certaine là, que vous allez pouvoir le trouver. Nous, c'est la librairie pas loin d'ici à Rosemont qui l'avait. C'est un super outil, c'est vraiment fantastique, je l'ai lu. C'est facile à comprendre, l'écriture, les bulles que vous y mettez avec vos petites anecdotes, c'est un délice à lire. Je vous félicite pour votre livre et je vous félicite aussi, puis je vous remercie là, d'avoir accepté de répondre à nos questions si généreusement de votre part. Alors, merci beaucoup, Maître Lavoie. Puis, je suis certaine qu'on va se recroiser. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, Maître Lavoie. Bonne soirée. Au revoir.